Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Do you like being educated on things that entertain but don't matter? Well, then you need to be listening to the podcast with Knox and Jamie. Every Wednesday, we put together an episode dedicated to delightful idiocy to give your brain a break from all the serious and important stuff. Whether we're deep diving a classic movie, dissecting the true meanings behind the newest slang, or dunking on our own listeners for their bad takes or cringy stories, we always approach our topics with humor and just a little bit of side-eye, and we end every episode with recommendations on all the best new movies, books, TV shows, or music. To find out more, just search up the podcast with Knox and Jamie wherever you listen to podcasts and prepare to make Wednesday your new favorite day of the week. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. On ne va pas simplement parler des résultats, on va aussi plonger dans le dur. Aujourd'hui, le water-polo français est à la croisée des chemins. Entre l'exploit européen attendu du Cercle des nageurs de Marseille et la colère qui gronde face au traitement de notre équipe de France féminine, les débats s'annoncent électriques. Pourquoi nos meilleures joueuses sont-elles privées de compétitions internationales pour des raisons budgétaires alors que d'autres nations avancent ? Faut-il craindre une fuite de talents vers l'étranger ? De la tension des bassins de l'Eurocup aux coulisses parfois sombres de la fédération, on décortique tout, comme d'habitude, sans langue de bois. Reste avec nous parce que ce que tu vas entendre risque de faire des vagues. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour un nouvel épisode et on attaque tout de suite avec les filles, avec une journée avancée où Toulon accueillait Nancy, dernier match de Nancy dans ce championnat. Et victoire à l'extérieur 12-9 et Nancy, grâce à cette victoire qui arrive à se hisser dans le top 4 malgré les 6 points de pénalité reçus en cours de saison. Oui Christophe, écoute, c'était la dernière chance également pour les Toulonnaises d'espérer accrocher le wagon du top 4. Maintenant, cette défaite les éloigne irrémédiablement de Nice qui sera dans les 4 premières. Toulon n'a pas démérité du tout sur ce match-là. On sait que Nancy, c'est quand même une équipe qui est plus outillée en tout cas que Toulon. On rappelle, même si une joueuse fait pas toute l'équipe, mais la perte de Clémentine Valverde est préjudiciable au collectif toulonnais par son leadership, le capitanat, plus sa production en match. Donc écoute, Toulon n'a pas à rougir de cette défaite, 12-9. Il y avait parité, fin de deuxième, un 5-5, et puis il y a un petit coup de collier des joueuses entraînées par Rémi Garceau qui assure l'essentiel. Nancy, par le biais de cette victoire, donc qui a terminé son championnat, elles ont joué leurs 12 matchs, qui valide sa place définitivement dans le top 4, pas dans le top 2 parce que elles ont fini leur championnat, comme je viens de le dire, et Bordeaux a 2 matchs en moins et Nice a 1 match en moins. Elles ont 21 points avec 9 victoires, donc elles avaient potentiellement 27 points. Et là, bien évidemment, elles auraient été deuxième sans contestation possible. Mais en tout cas, elles ont été un petit peu, à un moment donné, à la lutte parce qu'elles étaient sorties du top 4. Et puis cette victoire à Toulon valide leur place dans les playoffs. Ouais, ce match, tu l'as dit, Toulon qui n'a pas démérité dans ce match. Et Nancy qui a pu s'y appuyer sur Sandra Pacheco RC qui en marque 6 quand même dans ce match. Donc ça pèse lourd. Voilà, les Toulonnaises qui n'ont pas réussi à la contenir. Et après, pour les citer un petit peu, on a Amiette la Turque
Zumezelik qui en marque 2, Kaina Benlegbir qui mène le classement des buteuses avec 2 buts et Karen de Miranda da Silva qui en marque 2. Côté nancéen, côté toulonnais, on a Emma Duflo avec 3 buts, Chloé Bonny 1 but, Valentine Heurtaud 2 buts, Magdouline Boussif 2 buts et Léopoldine Burle avec 1 but. Ouais, ce qui nous donne Christophe au classement. Donc toujours pareil, Lille 30 points avec 10 matchs, 10 matchs, 10 victoires. Suivi donc, on vient de le dire, de Nancy qui a 21 points avec 12 matchs. Championnat terminé pour Nancy, enfin de la phase régulière. Bordeaux suit en embuscade accompagné de Nice avec 19 points les deux équipes. Bordeaux n'a que 10 matchs au compteur et Nice 11. Toulon donc qui suit derrière avec 13 points. Taverny 6 et enfin Choisy-le-Roi 0. Alors pour la prochaine journée qui se disputera en partie le 25 avril, on aura 2 matchs puisque le 3e s'est déjà disputé. On a un Toulon-Taverny. Toulon pourra prendre des points contre Taverny et on a un match intéressant en haut de classement puisqu'on a Bordeaux qui recevra Lille. Et en fonction de ces résultats, donc le classement aura toute son importance puisque seules les 4 premières équipes disputeront les phases finales les 16 et 17 mai à Lille. La seule certitude pour l'instant qu'on a, c'est la première place de Lille qui jouera contre la 4e. Et on aura la 2e demi-finale, 2e contre 3e. Oui, Bordeaux qui a 2 matchs en retard donc contre Lille et Nice. Donc, comme tu l'as dit, la première place ne bougera pas, mais il peut y avoir une redistribution des cartes. Il y aura certainement une redistribution des cartes pour l'attribution de la 4e et la 3e place, dans l'ordre en tout cas. Et écoute, les 2 dernières journées auront quand même cet intérêt-là parce que les équipes veulent éviter la 4e place pour pas prendre Lille en demi et tenter par le biais d'une 2e, 3e place d'atteindre la finale. Donc le match à enjeu sur les dernières journées. Surtout, voilà, je vais donner aussi la toute dernière journée qui, elle, aura lieu donc le 9 mai. On aura un Lille-Choisy qui ne changera strictement rien. Le Toulon-Nancy, on vient de l'évoquer. Et il y aura un Nice-Bordeaux qui aura aussi toute son importance. On peut enchaîner avec un petit point sur l'équipe nationale féminine, donc qui est absente de toute compétition, là, que ce soit Division 1 ou Division 2 de la World League. Ça a même interpellé au niveau international. Bon, on avait publié l'information avant. Est-ce que qui a eu la primeur de cette information? Mais je crois, Frédéric, que tu as des informations à nous communiquer. Ouais, Christophe, si on fait un petit flashback, on était resté les filles sur un tournoi olympique qui était plus ou moins quand même une réussite, avec une victoire contre l'Italie et puis un tournoi globalement à peu près réussi. Elles avaient enchaîné sur un championnat d'Europe à Funchal au Portugal où elles avaient intégré le top 8. Donc c'était un 2e résultat pour moi positif. Et puis cette équipe, comme on l'a dit, est très jeune, très très jeune, même parce que toutes les cadres d'après les jeux sont partis. Et donc quand t'es jeune comme ça, il faut que tu multiplies les matchs, comme chez les garçons. Il faut que tu multiplies les matchs pour gagner de l'expérience. Il y a rien de pire dans le sport que l'inconnu. En fait, il faut enlever l'inconnu, les premières fois, la découverte, le niveau international et tout ça. Et puis pour ça, il faut que tu multiplies les matchs. Et la World League, la Coupe du Monde Division 2, donnait l'occasion justement à ces équipes-là qui n'ont pas beaucoup l'occasion de jouer, de faire ces confrontations avec des adversaires. Alors c'était à Malte aussi. Je ne sais pas ce que ça représente comme budget, mais la raison pour laquelle les Françaises n'ont pas été envoyées à Malte, c'est des raisons budgétaires. Donc c'est d'autant plus préjudiciable pour moi parce que ça veut dire qu'il y a un arbitrage au niveau des finances qui est fait en faveur ou qu'en faveur des garçons. Je pense quand même qu'une fédération qui se respecte doit avoir les moyens de promouvoir son sport et chez les garçons et chez les filles. Là, visiblement, c'est pas le cas. C'est grave parce que si on n'a pas d'argent du tout pour aller faire un petit déplacement comme ça à Malte pour ton équipe nationale senior, c'est que soit les finances sont mal gérées, soit que les gens qui s'occupent de notre water-polo, les DTN adjoints, tout ça, sont pas suffisamment pointus pour aller réclamer cet argent-là à la fédération. Je rappelle qu'on a eu Jean-Paul Clémenceau il y a pas longtemps à notre micro que l'on prenait un petit peu pour un fou à l'époque, mais qui était suffisamment outillé pour lui aller négocier de l'argent. Quand il nous a parlé de l'inscription au tournoi de Marseille, où ça coûtait 100 000 francs à l'époque, donc 15 000 euros, mais 15 000 euros en 1985, c'est quand même une sacrée somme. Et que lui se débrouillait, c'est ça le travail aussi d'un dirigeant, c'est d'aller voir la fédération, puisqu'on est, on le rappelle, sous une tutelle
de fédération de natation, qui est déjà pas très regardante, j'allais dire, sur le polo masculin. Donc les filles, je t'en parle même pas. Donc écoute, pour moi c'est plus que triste, hein, c'est grave parce que qu'est-ce que tu envoies comme message à ces filles là, hein, c'est faites du sport, entraînez-vous. Le polo, on l'a déjà dit, on le répète, c'est un sport très difficile, très exigeant, qui nécessite beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Et c'est de leur dire, écoutez, faites les efforts que vous faites, mais de toute façon nous, on n'a pas d'argent, on vous en donnera pas, et donc il n'y aura pas de développement possible. Je rajoute quand même une chose importante, c'est qu'il y a un mois, la Fédé a fait une réunion avec les clubs pour demander à repousser les dates des finales d'1 mois. Alors je t'explique pourquoi. Les filles ont des compétitions cet été, et évidemment, si elles s'étaient arrêtées aux dates prévues par le calendrier, il y aurait eu un trou grosso modo d'1 mois. Pendant ce mois-là, la fédération n'a rien à proposer aux joueuses, puisqu'il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de stage de prévu, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc les filles ne se seraient pas entraînées et seraient arrivées dans les compètes estivales complètement hors de forme. Donc en fait, la fédération maintenant demande au club de décaler le championnat pour que les filles restent entraînées le plus longtemps possible, pour qu'elles arrivent aux compétitions estivales en forme, en oubliant quand même une chose importante, c'est que puisqu'on parle d'argent, si tu décales le championnat d'1 mois, il faut que tu décales les salaires d'1 mois, les appartements d'1 mois, la nourriture d'1 mois, puisque les filles, elles vont accepter de jouer 1 mois de plus, mais il va falloir quand même les rémunérer dans un water-polo féminin qui est déjà exsangue et qui souffre beaucoup financièrement. Donc la fédération, en fait, demande au club ce qu'elle n'est pas capable d'assumer, elle, ce qu'elle n'est pas capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de proposer. Et moi, je vois les compositions des équipes qui vont à Malte, ça fait tâche quand même de pas être capable d'envoyer une équipe nationale qui fait les budgets, parce que c'est des choses quand même qui sont prévisibles. Tu sais ce que tu vas avoir comme déplacement avec l'équipe de France masculine, avec l'équipe de France féminine, avec tes juniors ou quoi, et tu budgétises avant, et puis ensuite t'avances comme ça. Mais là, quand même, tu verras, je sais qu'on a un petit sport, hein, mais tu verrais pas ça au handball, au basket, au volley. Je te parle pas du foot parce que là, on est dans une autre dimension. Mais je trouve que le message est catastrophique. Et je suis pas non plus hyper surpris parce que j'ai maintes fois dénoncé et revendiqué une fédération autonome et indépendante. Ça, pour moi, c'est un marqueur et un signe supplémentaire qu'il faut s'en aller de cette fédération. Cette fédération est une fédération de natation. Le water-polo est le parent pauvre, comme le plongeon, comme la synchro, comme peut-être certainement l'eau libre. Mais en fait, la natation vampirise tout, et le water-polo, ils s'en foutent. Voilà. Donc, on continuera à avoir nos petits stages. Les équipes de France junior, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jour de stage, il n'y a rien. Et puis après, on s'étonne des résultats. Et c'est, voilà, le sport de haut niveau, il n'y a pas de miracle. Et l'argent est important. Et il faut, à un moment donné, que ta fédération de tutelle te respecte un petit peu plus. Et c'est pas le cas. Et ça fait des années et des années que c'est pas le cas. Alors, c'est d'autant plus surprenant, je trouve, cette information, qu'on est quand même dans un développement au niveau du sport national qui vise à développer le sport féminin ou la pratique de sport ou d'activité physique même féminin et sur l'inclusion. Et là, quand même une fédération qui reste majeure, hein, la Fédération française de natation est une fédération majeure avec plusieurs sports à l'intérieur. Et comme tu l'as dit, d'envoyer ce signal, de ne pas envoyer l'équipe de France dans une compétition qui aurait pu permettre avec cette jeune équipe, on l'a suffisamment dit, de prendre de l'expérience, de prendre des matchs, progresser, et là, effectivement, de ne pas envoyer cette équipe, c'est vraiment dommage. Plusieurs commentaires là sur nos réseaux ont parlé de tristesse. Effectivement, c'est très triste. Moi, Christophe, c'est pas de la tristesse, pour moi c'est une honte, hein. Parce que la tristesse, c'est quand tu perds un match d'un but, et puis voilà, là t'es triste. Mais là, moi je suis même pas triste. C'est pas de la tristesse, c'est qu'à un moment donné, ta fédération ne remplit pas le rôle qui lui est dévolu. C'est plus de la tristesse. C'est que tu dois être là pour développer tes sports. Parce que là, l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée à Funchal et donc elle devait aller à Malte. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais Funchal, tu vas à 15, plus aller le staff 5, tu vas à 20 pendant une semaine. Ça coûte combien ? Et si tu dois faire la même chose à Malte, on parle de quoi ? En tout, de 2 fois 15 000 euros, 30 000 euros. T'as pas 30 000 euros dans ta fédération à donner pour que les filles aillent faire
On parle pas d'aller faire un stage de trucs machin. Là, c'est des tournois. C'est-à-dire, tu fais une Coupe du Monde féminine et t'as pas la France qui est 8e au championnat d'Europe. Bah, c'est pas de la tristesse, hein. C'est un scandale. Un scandale. Donc, je suis à peine surpris parce que je te dis, hein, les équipes de France junior et tout ça, elles ont rien. Elles ont un jour de rassemblement ou 2 jours par-ci par-là. Moi, j'entends pas le DTN adjoint, hein, Florian Brouzeau, qui doit quand même être en charge maintenant qu'il est plus au bord des bassins entraîné, qui doit être en charge de coordonner ça et de développer un petit peu la discipline. Ben, je sais pas. Il y a personne. Hein. Il y a personne. On est à une époque, effectivement, où il y a les réseaux sociaux. Mais si t'as pas les réseaux sociaux, là, personne n'en parle de ça. Hein. Ça passe sous le tapis, sous les radars, et personne n'en parle. Donc, ouais, je me mets à la place des filles parce que c'est pas de la démagogie, hein, parce que je te dis, je vois très bien, là, les filles, à la différence des garçons, ont quasiment pas beaucoup d'aide. Donc, je vois quand même l'investissement qui est nécessaire et tout ça. Et puis, bah, au final, tu joues dans une équipe nationale qui est engagée dans rien. Le signal est très très mauvais et au mauvais moment. Ouais, on sait déjà que c'est compliqué, hein, on l'a dit, hein, championnat féminin, l'élite, voilà. Peu d'équipes, peu de lisibilité dans ce championnat, peu de cohérence dans le championnat. Il y a des matchs par-ci par-là, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Toulon-Nancy, ça compte pour la journée 14, alors que la journée 13, elle s'est même pas disputée. Puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour les filles, ça doit être compliqué de rester motivé. On a quelques joueuses qui jouent à l'étranger, qui sont universitaires et qui, heureusement, peut-être profitent de ces championnats-là pour progresser et prendre du plaisir. Mais la lisibilité et l'envie doivent être compliquées à conserver. Après, ça serait intéressant. On peut peut-être lancer un appel à Florian Brouzeau. Peut-être s'il veut venir à ce micro, on l'accueillera avec plaisir pour nous parler peut-être de la stratégie mise en place au sein de la fédération, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, et qu'on comprenne véritablement ses choix, ses arbitrages, qu'est-ce qui se joue et qu'on ne voit pas, et qui, en tout cas, nous, petits défenseurs du water-polo et le sport qu'on aime, ça nous surprend. Et bon, peut-être, tout à l'heure je parlais de tristesse, mais c'est peut-être pas effectivement le bon mot, le plus adapté. Mais Christophe, je vais aller plus loin. On a perdu Géraldine Mailleux, ça aussi c'est passé sous les radars. Hein. Géraldine Mailleux, capitaine de l'équipe de France, quand même capitaine de l'équipe de France, qui, j'en avais parlé, avait pris le risque de rater les Jeux de Paris 2024 avec la France, pour laquelle elle était évidemment qualifiée, pour prendre le risque de éventuellement pas les disputer avec la Hongrie, puisque la Hongrie était pas qualifiée. C'est une fille qui est partie maintenant jouer donc dans son club hongrois et qui a pris la nationalité hongroise. Mais moi, demain, je suis une joueuse de l'équipe de France avec un niveau, un vrai haut niveau international. Je vais te nommer, elle m'en voudra pas, Emma Vernou. Maintenant, la règle des 3 ans est passée à 1 an de naturalisation. Mais moi, demain, si j'ai 21, et Dieu sait que je suis très cocorico, mais à un moment donné, moi, tu me fais ça, les compétitions s'enchaînent et la fédération t'inscrit pas. Mais je te dis, je me barre. Je propose mes services à une sélection étrangère. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va se passer. T'as des filles comme ça qui sont dans des facs américaines. La petite Daluin qui veut devenir américaine, qui est dans la fac d'Arizona, qui veut devenir américaine. Quand tu vois ça de l'extérieur, quand t'es loin, que t'as un bon niveau et que t'as une possibilité de jouer dans une sélection étrangère et que toi, donc faire les Jeux Olympiques, faire des trucs, et que toi, on te propose strictement à rien. Donc j'ai nommé Emma Vernou, je peux nommer elle, je peux nommer Valentine Orto, toutes les joueuses qui ont un niveau international qui peuvent leur permettre d'ambitionner éventuellement de jouer ailleurs. Qu'est-ce que tu as à espérer de cette équipe de France ? Elles ont 21, 22 ans, elles ont un niveau pour jouer encore 10, 12, 15 ans d'équipe nationale sans faire aucune compétition. Mais demain, j'arrête de jouer, de toute façon elles jouent pas, j'arrête de jouer pour l'équipe nationale pendant 1 an et je postule. Tu verras qu'elles trouveront peut-être pas la Grèce, peut-être pas les trucs comme ça, mais elles pourront trouver une sélection qui les accueillera et puis elles joueront pour une autre sélection. Géraldine Mailleux a ouvert la porte, on voit que ça se passe très bien pour elle, on l'aura à notre micro puisque je lui ai proposé de venir et elle a accepté, elle nous expliquera un petit peu son parcours, mais je trouve que cette façon de faire là est très préjudiciable et ça ouvrira à mon avis des fuites de talent ou des arrêts. Parce que la fille qui veut pas changer de pays, elle dira non, moi je veux pas changer de pays, mais j'arrête. Et donc dans les 2 cas, ça sera des pertes et des gâchis. Et le polo féminin qui va déjà pas super bien, effectivement, a pas besoin de ce genre de signal pour pouvoir aller mieux. Non, on espère qu'il y aura des changements
à venir et que on aura les équipes de France féminines et puis peut-être chez les jeunes aussi, voilà que. Non mais tu vois Christophe, je veux pas faire le quand tu discutes avec Jean-Paul et que Jean-Paul il te parle de 100 jours de stage, de rassemblement, de tournoi, 100 jours par an, ça fait 3 mois et demi. Donc, ça coûtait aussi cher à l'époque. Mais par contre, il faut que tu aies quelqu'un qui aille à la maillotche pour aller chercher les crédits, pour aller chercher les organisations et tout ça. La France l'a eu avant les Jeux, mais depuis les Jeux, il y a quasiment plus rien. Et donc, là, c'est même pas, je parle pas de 100 jours, parce que là, on est très très loin. Mais je parle juste de participer à un tournoi, parce que ce tournoi-là, elles auraient eu aucun jour avant, mais au moins, elles seraient allées faire ce tournoi-là. Et puis, petit à petit, tu avances. La France est 8e européenne. Elle a fini un cran au-dessus des garçons. Pourquoi n'a-t-elle pas le droit d'aller jouer cette Coupe du Monde de 2e division comme les garçons ? Voilà. Peut-être que la fédération pensait que l'équipe masculine pouvait se qualifier peut-être, pas avec la sélection qu'on a vue finalement, mais peut-être se qualifier pour aller en Australie et que le choix s'est plutôt peut-être porté là-dessus et qu'au moment de faire les inscriptions... Non, Christophe, non. Ça peut être une possibilité. Non. La fédération, écoute-moi, elle pense à rien. Alors si cette compétition-là, elle est arrivée à la dernière minute. Alors, si tu spécules sur le fait que oui, on va peut-être se qualifier avec les garçons pour aller en Australie, donc on donne pas d'argent aux filles, non. Quand tu diriges une fédération, tu peux pas faire le choix garçon ou fille. Donne-moi une fédération où ça se passe comme ça. Il y en a pas. Le handball masculin a été champion olympique 3 fois sur plus une autre finale. Ça n'a jamais empêché le handball féminin de se développer. Le basket, c'est pareil. Enfin, tu gères une fédération, tu gères pas les garçons ou les filles. Tu gères les garçons et les filles. Je termine ce petit chapitre féminin en disant que donc si tu regardes le classement de 9 à 16 au championnat d'Europe donc de Funchal, les équipes qu'on finit derrière la France. Donc 9e, la Grande-Bretagne ira à Malte faire cette World Cup 2e division. Les Serbes qu'on finit 10e n'y vont pas. L'Allemagne y va. Le Portugal y va. La Turquie y va. La Suisse a renoncé à sa place, la Slovaquie y va et la Roumanie n'y va pas. Donc en fait, dans les 8 dernières équipes au championnat d'Europe, donc classées après la France, il y en a 5 sur 8 qui prennent leur place et qui y vont. 5 sur 8 qui ont trouvé les crédits quand même pour y aller parce que ça coûte le même prix que tu sois allemand, anglais ou turc, ça coûte le même prix pour aller à Malte. Donc voilà, je referme le chapitre, mais c'est pour moi c'est assez pitoyable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les équipes féminines. Petit point rapide sur la N1 où Monaco, on l'avait dit la semaine dernière, avait fini son championnat. C'est au tour de Livry de finir son championnat contre Choisy. Derby de région parisienne et score fleuve 21-19 en faveur de Livry, mais que 2 buts d'écart dans ce match. Ouais, et puis Livry qui a eu beaucoup de mal à se débarrasser de Choisy-le-Roi, qui avait fait une entame. Alors on rappelle quand même que Livry donc ne risque plus rien, peuvent pas rattraper Monaco, ils peuvent pas être dépassés par Marseille. Ils préparent donc leur barrage vraisemblablement contre Bordeaux puisque les choses ne pourront plus bouger. Livry avait pris le match par le bon bout 4-1 et puis ensuite ça a été un mano à mano avec une équipe choiséenne quand même qui a eu un temps de passage à un moment donné qui a mené 10-7 et puis à partir du 10-7 ça a été un but à toi, un but à moi tout le long jusqu'à ce que Livry arrive quand même à prendre 2 buts d'avance, 17-15, donc de 10-10 jusqu'à 17-15, il n'y a jamais eu plus d'un but d'écart pour une des 2 équipes. Et puis 18-15, ils ont un petit peu enfoncé le clou, mais Choisy s'en est pas laissé compter pour revenir à 18-17. Et puis écoute, remano à mano jusqu'à la fin, mais Choisy aura offert une très très belle résistance à une équipe de Livry quand même qui est assez redoutable. Donc un bien beau match pour les gens qui ont fait le déplacement à la piscine Andrieux. Oui, et 2 équipes qui ont pu s'appuyer essentiellement sur 2 principaux buteurs de chaque côté. Donc côté choiséen, on a Basile Fournier l'Allemand qui en marque 6 et Clément Provost qui en marque 4 et accompagné, juste un petit peu en dessous, Ryan Zeraï qui en met 3. Et côté de Livry, on a l'incontournable Jakub Novacek qui en marque 5 et accompagné de Vitomir Lasses qui en met 7 dans ce match. Voilà, donc
gros buteur et Jakub Novacek qui domine toujours le classement des buteurs. Ouais, Christophe, écoute, on a parlé de l'uniformité du calendrier chez les filles. Il en est de même, évidemment, en N1. Donc, Livry finit sa saison sur ce match-là, qui est un match avancé, puisqu'on aura la clôture du championnat 25 avril. On en avait parlé avec La Rochelle qui accueille Arnes. Givors qui accueillera Marseille et qui, par le biais de cette défaite de Choisy, en cas de succès sur les Phocéens, peut repasser Choisy-le-Roi. Donc on aura un vrai intérêt sur ce match-là. On a Moulins-Mulhouse et enfin Saint-Jean-d'Angély contre le Racing Club de France. On va pas donner le classement pour cette journée, pour juste ce match, on donnera le classement la semaine prochaine en fonction de ces résultats. On passe au championnat élite pour la journée 16, une journée où seul Montpellier était exempt. Tout le monde a joué en même temps et pour attaquer, on avait premier match Pays d'Aix-Bordeaux, match serré qui a vu le Pays d'Aix en difficulté en début de match puisqu'ils étaient menés à la mi-temps 8-5 et à noter dans ce match que l'entraîneur avait fait le choix de commencer avec son deuxième gardien, Plouzot, qui était dans les buts et avant que le Pays d'Aix ne se ressaisisse et finisse par l'emporter 17-14, donc que 3 buts en faveur du Pays d'Aix contre la Lanterne Rouge. Alors peut-être à tort, mais j'espère que les Bordelais nous en voudront pas, dit que ce match allait être... vu l'écart au classement, quand même le troisième qui reçoit le dernier, bon dernier même, que ce match n'allait pas présenter forcément beaucoup de suspense. Les faits nous ont donné tort, mais avec quand même 2 faits importants. Aix était d'abord privé de Kylian Bress-Fernandez, qui était donc absent pour ce match-là, qui est devenu au fil des matchs et des années une pièce importante du dispositif d'Alexandre Collin. Et puis le club d'Aix avait fait le choix de mettre Slaven Kandic comme deuxième gardien sur ce match-là et de commencer avec Alexis Plouzot, qui a été quand même en difficulté. Et donc effectivement, ça a permis aussi à Bordeaux de virer bien en tête quand même 8-5 à la fin de la deuxième période. Et puis là, écoute, Kandic est revenu dans le but, mais ça a été serré. Aix n'a pris les commandes du match que à 11-10. Donc Bordeaux a fait plus que résister, a bien résisté. Et puis même malgré des fois, tu résistes et puis tu as une équipe qui prend l'ascendant et après, tu t'écroules un peu. Et puis, il y a eu 3 buts, 14-11, 15-12, mais 16-13, 17-14. Mais à chaque fois, Bordeaux est revenu en mettant son petit but, etc. Et c'est une défaite. Bordeaux prépare... comme Livry-Gargan d'ailleurs, le barrage. Donc on a vu que Livry avait eu des difficultés quand même à Choisy-le-Roi, pendant que Bordeaux, dans le même temps, faisait un match très très courageux et important quand même avec Aix-en-Provence. Faire une saison d'élite dans les jambes, quand tu redescends d'un étage après, tu vois quand même l'écart de niveau. Donc écoute, Bordeaux va se rassurer un petit peu avant cette échéance-là. Et puis Aix, qui est au milieu d'un no man's land trop loin du deuxième et trop éloigné de la quatrième place, devait quand même remporter ce match-là, ça aurait fait tâche, mais Bordeaux a bien résisté. Oui, Pays d'Aix qui effectivement a profité dans son effectif de faire un peu tourner. On l'a dit, avec Alexis Plouzot qui commençait le match, puisqu'il n'y avait pas d'enjeu pour le Pays d'Aix. Et à noter quand même, effectivement, le match courageux de Bordeaux. C'est important de rien lâcher. Et surtout, ils ont ce fameux barrage à disputer contre Livry. Donc, il fallait se préparer de la meilleure des façons. Et Aix, en relançant Kandic au troisième quart-temps, du coup, le Pays d'Aix remporte quand même les 2 dernières périodes, 6-2, 6-4. Donc, ce qui leur a permis de triompher dans ce match. Deuxième match, on le pressentait, on l'annonçait, Douai qui recevait Taverny et victoire de Douai qui continue à bien travailler et qui s'impose, match prolifique aussi, 20-16. Ouais, Christophe, on avait dit que Douai allait finir son championnat par 2 matchs difficiles, puisque contre les 2 premiers du championnat que sont Marseille et Strasbourg. Et donc la petite fenêtre de tir qu'ils avaient pour éventuellement prendre 3 points et distancer son adversaire du jour, c'était contre Taverny à la maison. Alors l'ambition, c'était évidemment de prendre les 3 points et
si jamais ça rigolait un petit peu, de reprendre le goal average particulier contre Taverny, qui s'était quand même imposé 17-11 à l'aller contre Douai. Donc effectivement, la tâche de gagner le match était abordable. La tâche de récupérer le goal average, c'est important le goal average particulier, était un petit peu lointaine, puisque 6 buts, c'est beaucoup. Et puis Douai, écoute, a commencé le match par un cavalier seul, à part jusqu'à 5-3, mais ensuite 9-3, 10-4. Écoute, Yann Clay, on peut quand même noter que Yann Clay a fait grandement progresser son équipe, puisque Douai, maintenant, on verra, on fera un petit point après sur le classement et tout ça, mais Douai vient d'enchaîner 2 victoires à la maison consécutives, contre Montpellier et donc contre Taverny. Écoute, victoire très probante. Alors, il y a eu un petit sursaut quand même, ou un relâchement, comme tu veux, de Douai, qui a permis à Taverny de revenir d'abord à 17. Donc, la moitié de l'avance avait fondu, et puis à nouveau un coup d'accélérateur des nordistes pour repasser à 12-7, se redonner de l'air, 14-9. Il y a même eu 20-14 à la fin, donc les 6 buts étaient là. Les 2 petits buts pour revenir de Taverny sont pas anecdotiques, puisqu'on le rappelle, en cas d'égalité de points, le goal average particulier prime, et donc à 2-3 minutes de la fin, Douai avait refait son retard de 6 buts du match aller, et puis Taverny repart avec une défaite, certes, mais conservera c'est quasiment un point, le goal average particulier. Et puis Douai fait une super fin de saison. Et puis écoute, la fin va être passionnante. On verra un petit peu les enjeux après avec les autres matchs. Mais c'était un match très important pour les nordistes. Oui, je vais remettre une pièce quand même. Taverny qui compte dans ses rangs 4 internationaux français et 3 internationaux ukrainiens. Et Douai a réussi à s'imposer contre cette armada internationale. Je commande pas ni international ni armada, Christophe. À un moment donné, c'était ironique, okay. Bien évidemment. Non, mais c'est ironique, mais t'as raison de soulever cette question-là. J'ai vu passer, on fait une petite aparté, mais j'ai vu que pour les Jeux méditerranéens qui auront lieu cet été en Italie, il y a une liste extrêmement élargie de 48 joueurs. Bientôt, il y aura des listes de 120 joueurs. De 48 joueurs qui a été diffusé, et donc ce sera à l'intérieur de ces 48 joueurs-là que seront pris les 13 ou 15 joueurs qui feront les Jeux Med. Alors, je m'aperçois qu'on est passé d'une liste de 17 joueurs pour la World Cup de 2e division à Malte, où il n'y avait pas de Niçois. Maintenant, il y a une liste de 48 joueurs où il y a un Niçois. Donc, il y a des joueurs... Maintenant, on a fait une liste tellement élargie qu'il y a même des joueurs de N2, de Tourcoing, donc j'en veux à personne, mais va expliquer aussi quand même qu'un joueur de Tourcoing en N2, alors j'ai parlé de l'écart déjà plusieurs fois qui existe entre la N1 et l'élite, mais entre les N2 et l'élite, je te dis pas l'écart qu'il y a. Donc tu vas expliquer quand même à des joueurs de N2 qu'ils ont plus de chances, grosso modo, de faire les Jeux Med qu'un gars qui est 4e avec Nice du championnat. Enfin, bref, moi je veux pas faire de la polémique pour faire de la polémique, mais c'est n'importe quoi. Alors je sais pas, il y a 7 tabernaciens, donc il y en a de plus en plus, et il y a toujours, je veux pas dire de moins en moins de Niçois, et j'ai rien à faire gagner à parler des gens de Nice, c'est juste une interrogation. Donc un seul joueur de Nice, Carpentras d'ailleurs, qui a été rappelé, puisqu'il est sorti de l'équipe, il a été rappelé là, mais quid de Manatea Mathieu, quid de Pablo Donardi, quid de Skander Boidi. Je pense que c'est des joueurs quand même qui, à minima, mériteraient quand même d'être observés et d'être vus. Mais non, écoute, on préfère prendre des joueurs d'autres divisions. Je comprends pas très bien. Mais bon, bref, on va revenir à notre match. Bon, il y a beaucoup de jeunes dans cette liste, de très jeunes. Donc, à voir, à suivre, mais bon. Ça interroge une nouvelle fois. Oui. Donc écoute, voilà, pour en revenir à notre match, Douai qui fait une super opération, qui peut ambitionner, donc la victoire contre Montpellier les mettait à l'abri d'un quelconque barrage. Celle-là renforce encore leur statut, et qui sait, Douai pourra peut-être conserver cette place-là. On fera un point sur le classement après, mais en tout cas, victoire probante. On l'avait dit qu'à Sourcéane, ils étaient dangereux, les Douaisiens, et ils l'ont prouvé en gagnant le match qu'ils devaient gagner. 3e match à enjeu pour déterminer les places 4, 5, 6, 7 qui accueillait Nice, et un match qui a tenu toutes ses promesses dans son intensité, dans son suspense, puisque le match s'est décidé
au pénalty après un match nul, 16 partout quand même, donc à nouveau match très prolifique en but et finalement 7 qui s'impose au pénalty, 19-16 après 3 arrêts de son gardien Zachary Joubert et du coup une séance de pénalty qui se finit à 3-0 pour 7. Ouais, écoute, on avait dit sur la forme du moment, je l'avais dit la semaine dernière, sur la forme du moment, je voyais Nice aller s'imposer à 7. Nice qui avait préparé, donc avait eu l'équipe suisse de Carouge en stage comme sparring partner, donc pour faire un petit peu du match et puis faire de la zone plus, de la zone moins, donc c'est toujours intéressant. Et puis se déplacer là-bas quand même avec une petite succession de résultats assez positifs en leur faveur. Ils avaient mis quand même 10 buts à Montpellier. Et puis c'était l'occasion pour eux, alors même s'il reste encore des occasions après, on verra le calendrier, mais c'était l'occasion pour eux de mettre le couvercle sur cette 4e place en écartant 7. Un match assez curieux où Nice, évidemment, nourrira des regrets parce que l'égalisation sétoise intervient 2 secondes avant la sirène. Petar Tomic qui met ce shoot un petit peu un de plus, donc qui envoie les 2 équipes au penalty. Et puis dans ces cas-là, souvent, quand tu as un petit peu dominé le match et puis que tu te fais un peu crucifier comme ça, c'est souvent toi qui perds au péno. C'est dur de remettre la marche avant. Et puis Zachary Joubert, c'est pas 3 pénaltys ratés par les Niçois, mais c'est 3 pénaltys arrêtés. Les 3, il fait 3 arrêts importants sur Kutovic, Boadi et surtout sur Balache, qui est habitué quand même à tirer les pénaltys et qui est un vrai buteur. Et puis de l'autre côté, ça a pas raté. Donc effectivement, une séance qui s'arrête à 3-0 puisque ça servait à rien de continuer. Ça a été un chassé-croisé avec Tomic qui a allumé la mèche d'entrée de jeu en mettant les 3 premiers buts de son équipe. Et puis alors après, ça a été un festival de Filip Radojevic, le gaucher, qui en met 10. Sur les 10, je pense qu'il doit en mettre 9 de suite, aidé un petit peu par Tom Sauton, mais inarrêtable. Avec ce shoot, il y a un shoot assez particulier parce qu'il a pas un shoot puissant, il shoot pas très fort, mais il a une très grande amplitude de bras, comme un peu les gauchers longs, avec des trajectoires un petit peu bizarres. Mais Cosmer, le gardien niçois, n'a jamais trouvé la solution. De près, de loin, la diagonale, le rebond, le contour du bloc, il a tout fait. Et il a porté son équipe à bout de bras parce que quand même, quand on met 10, c'est rare quand même dans notre championnat d'en mettre 10. Alors peut-être que Nice aurait dû éventuellement déléguer un joueur pour le couper et puis pas lui permettre de continuer à marquer. Ça n'a pas été le choix qui a été fait. Ou si ça a été fait, écoute, ils n'ont pas réussi à trouver la parade. Mais en tout cas, Radojevic a porté son équipe vers une victoire qui est importantissime pour 7. 7 qui sortait quand même d'une victoire à Bordeaux difficile quand même, 17-14. Petit écart et puis surtout qui avait trébuché à la maison contre Douai. Donc cette défaite contre Douai qui les handicapait quand même grandement au classement. Là, il jouait un adversaire direct et puis écoute, il se devait, alors ça s'est joué à rien, 2 secondes, s'il n'y a pas l'égalisation de Tomic, on fait pas le même compte rendu. Mais au moins, écoute, qui a eu les ressources pour réagir et puis qui conserve, on verra le classement après, mais par le biais de cette victoire, il marque 2 points, mais ils ont été à 2 doigts d'en marquer 0. Donc il conserve sa 4e place. C'est un succès qui va faire du bien à Mathieu Fournier et puis à ses équipes. Mais écoute, beau petit match avec Nice quand même qui aura mené quasiment tout le long. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile, même qui a mené jusqu'à 9-5, donc dans un match comme ça serré, mais qui n'a pas réussi à mettre le clou. Et puis 7 a fait ce qu'on appelle au basket un match de traînard un peu où tu restes derrière à 1 but, 2 buts, toujours un petit peu dans la menace. Ils sont passés devant quand même les Sétois à 12-11, donc ils sont revenus quand même d'un 9-5 en leur défaveur à un 12-11 en leur faveur. Et puis après ils ont vu à nouveau les Niçois s'éloigner, je pensais de manière un petit peu définitive, et puis pas du tout. Et puis Zachary Joubert, il n'y avait pas Rossi dans les buts qui n'étaient pas sur la feuille de match. Et puis Zachary Joubert, comme on l'a dit, le gardien, c'est souvent le héros de ces séances de penalty, puisque s'il prend le but, c'est un peu normal, et s'il l'arrête, ça fait de lui le héros. Puis là, c'est un triple héros, puisque la séance a même pas été jusqu'à son terme, on l'a dit, puisqu'il arrête les 3 premiers tireurs niçois. Ouais, belle victoire, enfin en tout cas victoire importante de 7 dans cette fin de championnat, puisque après cette journée, il n'en reste plus que 2. Dernier match du haut de classement, Strasbourg qui recevait Marseille, et à noter que ce match, on a eu la chance de pouvoir l'avoir sur 2 antennes, donc BFM Alsace et BFM Marseille qui diffusaient ce match en direct. Marseille qui n'avait pu s'imposer que d'un but à domicile, cette fois-ci s'impose de 6, 14-8, mais un match quand même compliqué dans son contenu par rapport aux résultats, malgré une belle deuxième période de Marseille
Marseille remportait 7-2 et une première période uniquement un partout. Ce qui faisait un score de 8-3 à la mi-temps et j'ai trouvé que dans ce contenu, Marseille, malgré l'ampleur du score, il y a des situations que s'ils jouent comme ça contre Radniki, puisqu'ils joueront le 25 avril contre Radniki, ça va être à mon sens compliqué malgré, donc ils ont quand même continué à jouer comme ils l'ont fait régulièrement avec un pressing tout-terrain, ce qui a posé beaucoup de difficultés à Strasbourg, mais dans les situations offensives, ça a été beaucoup plus complexe et je pense que si ils montent pas un peu le curseur, ça va être compliqué contre Radniki. Alors, Christophe, moi je vais faire un bilan un petit peu quand même différent du tien. D'abord, les enjeux du match. Donc, comme on l'avait dit, Strasbourg s'était incliné que d'un but à Marseille, dans le bassin Pierre-Garçot, et donc ambitionné, en cas d'une victoire de 2 buts, de prendre tout simplement la première place de la phase régulière, ce qui est quand même pas rien. Strasbourg à la Kibitzenau, cette année, c'est que des victoires. Donc, une équipe qui est difficile à manier chez elle. Dans le même temps, Marseille enchaîne quand même beaucoup de matchs, que ça soit avec l'équipe nationale, puisqu'ils ont quand même beaucoup d'internationaux qui jouent, plus la Coupe d'Europe. Donc, tu as quand même un état de fraîcheur global qui est en faveur des Strasbourgeois. Et puis, cerise sur le gâteau, donc on le rappelle, en championnat, tu as le droit qu'à 5 étrangers et non pas 7. Donc, les joueurs français qui doivent jouer pour Marseille est privé, on l'a dit, de Pierre-Frédéric Van Peperstraat et de Loris Canovas jusqu'à la fin de la saison. Donc, quand même, 2 joueurs importants dans la rotation. Ce qui a contraint Milos Stepanovic à faire venir des joueurs dont on n'a pas l'habitude, pas trop l'habitude. Victor Tavel, Maxime Zindo et Louis Colilieu, il n'y avait même pas Audouin de Revier. Donc une équipe quand même marseillaise, qui faisait pas pitié, j'allais dire, évidemment. Mais une équipe marseillaise quand même grandement remaniée et pas non plus à 100%. Et écoute, je sais pas trop ce qu'il te faut, mais il y avait 10-3. 10-3, ça veut dire en 3 périodes. Alors, peut-être que offensivement, il y a des trucs à revoir, mais moi, ce que je regarde toujours en premier, c'est la défense. Et la défense, tu prends 3 buts en 3 périodes, tu as en face de toi le meilleur buteur du championnat, Gardasevic, et t'as quand même du monde, Furman, Vitran, Misic, qu'on a mis 3 sur ce match-là, Kouyasic, Mas, Chandieu. Enfin, t'as quand même une vraie équipe qui met que 3 buts en 3 périodes, ce qui est pour moi un sentiment d'impuissance totale. Et dans le même temps, Marseille qu'en met 10. Alors, pour moi, c'est quand même pas anodin. Les matchs font pas les autres, c'est pas parce que s'il y avait eu 8-7 et tu me dis ils auront du mal contre Radniki, je veux bien, mais 10-3, c'est une tôle, 10-3. Le premier du championnat contre le deuxième chez lui, qui mène 10-3 fin de troisième, excuse-moi, mais il y a pas de match. En fait, il n'y a pas eu de match. Alors oui, la dernière période, elle est un petit peu anecdotique, il y a 5-4, donc tu vois que Strasbourg a quasiment mis 2 fois plus de buts en une période que dans les 3 premières périodes réunies. Donc c'est un trompe-l'œil pour moi. Et puis Marseille, à mon sens, prépare au mieux. Alors ça veut pas dire qu'ils battront Radniki, parce qu'un match, encore une fois, a sa vérité, et puis c'est pas du tout la même chose, c'est une Coupe d'Europe, machin. Mais pour moi, ils préparent de la meilleure des façons, pas de blessés, une équipe en progression, et puis moi je te trouve extrêmement sévère avec les Marseillais sur ce match-là. 10-3 fin de troisième, ils ont pas mis 10-3 à tout le monde, et donc pour moi ils ont fait un match sérieux, un match européen, un match de leur calibre et un match qui prépare au mieux cette demi-finale contre Radniki. Non, après, je rejoins quand même globalement aussi ton analyse qui contrebalance un peu ce que je disais au début, mais je sais pas, je trouvais dans le rythme du match, dans la prise de décision, il y a eu des bonnes prises de décision. Ils ont pu s'appuyer sur leur capitaine, Hugo Crouzilla, qui a su mettre des buts au moment important où son équipe était peut-être plus en temps faible et à remettre. Bon, j'ai vu quand même un bon Spajic qui a provoqué pas mal d'exclusions au début. Je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait quand même un peu de tranchant par rapport au niveau. Alors, un match fait pas l'autre. Ça veut pas dire que effectivement, ils seront pas au niveau de Radniki. Alors, peut-être aussi, dans ce contenu-là, ils avaient déjà la tête à Radniki, et ce qui fait que, en fait, ils se sont, pour moi, contentés de l'essentiel. Et c'était important de mettre quand même la patte sur ce match. Mais je sais pas, c'est un rythme bizarre, un match compliqué. Je sais pas, dans son contenu, j'ai trouvé que c'était un peu particulier. Tu te mets aussi au rythme que te propose l'adversaire. Et puis, bon, tu peux pas... il y a 1-1 sur une première, tu peux pas mener 14-5 à la fin de la première période. Donc, le succès, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont éteint
éteint d'entrée de jeu à part la première période où il y a 1-1, mais ils ont éteint toutes les velléités strasbourgeoises d'espérer quoi que ce soit sur ce match-là. C'est-à-dire que t'es rapidement en crise de tout. 4-1, 7-2, 8-3, 10-3. Le match, il est plié déjà, quasiment aux 3/4 de la deuxième période. Rangnick aura quand même Nagy et Gadamassi en plus. Donc c'est quand même deux renforts, hein. Sans faire offense, ça sera mieux que Tavel et Collieux. Non, moi je trouve que Marseille avait tout pour se planter à Strasbourg. Le voyage, piscine à l'extérieur, sur une équipe, je le répète, invaincue à la maison. Et puis se tromper un peu d'objectif en se disant mince. Il faut pas se blesser, il faut ceci, il faut cela. Non, Marseille fait un match super sérieux et j'ai pas toujours été tendre des fois avec Marseille, mais là, il y a rien à dire. L'écart contre le Dauphin quand même, et puis un vrai Dauphin parce que il y a quand même un écart aussi entre le Dauphin et le reste du plateau. Non, Marseille fait un match super sérieux. Strasbourg a fait des belles situations offensives et ils ont bien, tu le disais, muselé Gardasevic, hein, qui en marque qu'un, et Sasa Micic, qui fait un bon match aussi. Et à noter, tu le disais, on a quand même Arshak Hovhannissian qui était pas en deuxième gardien sur cette feuille de match, donc il n'avait pas fait le déplacement, donc assez étonnant quand même. Ni Brody McKnight. Oui, non, mais Brody McKnight. C'est pas non plus. Oui. Après, il a participé à quelques rencontres de Champions League. On a vu le résultat. Justement, on enchaîne peut-être sur un petit point classement. Ouais, classement, et puis on va mixer un peu le classement avec le calendrier parce que là, ça devient, on arrive dans le sprint final, donc ça devient évidemment intéressant. Je te laisse donner le classement et puis je vais donner le calendrier. Alors sur Marseille et Strasbourg et même jusqu'à Aix, c'est un petit peu anecdotique puisqu'il y aura évidemment pas de bouleversement. Donc les trois resteront les trois comme ça dans cet ordre-là. Donc c'est un petit peu après qu'il va falloir se pencher parce qu'il y a un grand suspense sur les places d'après. Donc ce qui nous donne au classement Marseille qui officiellement reprend la première place affichée sur le classement. Donc 39 points, 13 matchs, 13 victoires. Team Strasbourg, 15 matchs, 39 points. Deuxième. Troisième, Pays d'Aix Natation, 30 points avec 14 matchs. Quatrième, 7, 19 points. 15 matchs, même nombre de points pour Nice, 5e, 19 points, 14 matchs. Douai est passé à la 6e place avec 15 points et 14 matchs. Devant Montpellier, 14 points, 13 matchs. Taverny, 11 points, 14 matchs. Et Bordeaux, 9e, 3 points, 14 matchs. Donc on l'a dit, qui jouera le barrage contre la Nationale 1 et Livry-Gargan. Donc les certitudes qu'on a, Christophe, je l'ai dit, Marseille, Strasbourg, Aix, dans cet ordre-là, 1, 2, 3. Et Bordeaux, dernier, avec 3 points. Donc ça ne bougera pas, en tout cas, pas forcément en termes de points, mais en termes de classement. Par contre, après, on a ces fameuses places 4, 5, 6 pour les barrages, où il y a 5 candidats pour 3 places. Donc, on va faire un petit état des lieux un petit peu. Douai, donc on va commencer par Douai, qui occupe actuellement la 6e place qualificative, mais Douai va certainement voir son compteur bloqué à 15 points, puisqu'on l'a dit, il joue contre Marseille et Strasbourg. Donc, logiquement, Douai devrait, je dis bien conditionnel, rester bloqué à 15 points, mais je note quand même que Douai, sur cette saison-là, fait quand même 5 victoires, donc c'est quand même à souligner, hein, parce que même si on avait pu supposer qu'ils allaient battre Bordeaux 2 fois, il fallait aller décrocher 3 autres victoires dans le championnat, et Douai est 6e et fait un beau 6e pour le moment. Saluons quand même le travail qui a été réalisé par Yann Clay. Si on prend Taverny, donc Taverny qui pour l'instant est en mauvaise posture puisqu'il est avant-dernier avec 3 points de retard, il leur reste 2 matchs à jouer, 2 matchs à domicile, donc ils reçoivent Bordeaux et ils reçoivent Nice. Donc, écoute, on peut supposer qu'ils battent Bordeaux chez eux, ce qui les amènerait à 14 points. Dans l'optique de dépasser Douai, il leur faudra prendre 4 points, donc 4 points entre Bordeaux et Nice. Donc c'est une victoire, un match nul ou 2 victoires. Donc ça va être intéressant parce que Taverny est difficile à manier chez lui. Je pense qu'ils battront Bordeaux. On verra après contre Nice, ça sera très 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 indécis. Montpellier est la seule équipe à qui il reste 3 matchs. Donc, ils recevront 7, ils iront à Aix et à Marseille.
Ça sera compliqué pour eux, même à Aix, mais bon, Montpellier est capable d'aller gagner aussi à Aix, hein, si la mayonnaise prend, mais ils sont capables aussi ils sont capables de tout, Montpellier. Donc ils recevront 7 dans un match capital pour eux, parce que s'ils perdent 7, Montpellier pourra dire au revoir aux 6 premières places, ce qui serait quand même un très mauvais résultat pour eux. 7 n'a plus qu'un match à jouer, ce fameux match à Montpellier. Dans le même temps, Nice recevra Aix et ira à Taverny. Donc c'est très 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 serré. La prochaine journée nous donnera un peu plus d'enseignements, mais ça sera pas des enseignements encore définitifs, puisque encore une fois, il y a des affrontements entre adversaires directs, donc ça sera compliqué. Donc si tu veux nous donner la prochaine journée, Christophe. Oui, la prochaine journée, donc qui aura lieu sur deux jours, on va dire. Donc compte tenu du match aller d'Eurocup de Marseille, Marseille jouera contre Douai le mardi 21 avril. On aura Taverny-Bordeaux, donc tu l'as dit, donc le 25 avril, Nice-Pays d'Aix et Montpellier-7 dans un match crucial pour ces deux équipes et Exan-Strasbourg. Ouais, on va faire un petit point du côté des statistiques, hein, vu qu'on se rapproche de la fin du championnat. On va donner un petit peu, comme je l'ai fait la dernière fois, les buteurs dans l'ordre décroissant. Donc les 10 premiers buteurs du championnat, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Donc Petar Tomic intègre le top 10, le Sétois, avec 37 réalisations. Il est devancé par Ilya Moustouan, le Montpellierin, qui reste à 37 puisque Montpellier n'a pas joué. Alexandre Boué est 8e avec 40 buts. On a notre ami Radojevic, évidemment, de 7, qui, fort de ses 10 buts plus son penalty, donc de ses 11 buts. C'est sûr que quand tu mets 11 buts dans un match, tu grimpes vite l'échelle du classement, donc à 44 buts, qui est 7e. Thomas Vernou, également 44 buts, mais qui compte 3-4 matchs en moins que ses compères. Laurent Tos, le Tabernacien, qui intègre le top 5 avec 45 buts marqués, devancé par l'artilleur niçois Samuel Balache, qui en a 49. Et puis sur le podium, un petit changement. On a donc Daichi Ogara, le japonais d'Aix, qui a 51. Omaël Michel est 2e, donc Omaël Michel dont on parle assez souvent, qui a mis quand même encore 6 buts, mine de rien, sur ce match-là. On n'en a pas parlé, mais qui a mis 6 buts. Donc qui a 56 buts et qui est devancé que par Mardin Kardasevic, qui en a mis qu'un, qui a 57 buts, mais Omaël Michel compte un match en moins. Donc voilà pour les artificiers de ce championnat. Voilà pour un point complet sur l'élite et on bascule du côté de l'Europe. On ouvre la page Coupe d'Europe et pour lancer cette semaine européenne, ça commence dès ce soir avec des matchs de très très haut niveau et le premier, donc c'est le Pro Reco qui accueille le FTC Télécom Ferencváros d'Ifradi dans un match des deux meilleures équipes européennes. On peut pas faire mieux que ces deux équipes. Ouais, Reco qui s'est imposé de 4 buts à l'aller, 13-9 à Budapest. Ferencváros qui évoluera vraisemblablement encore sans Mandic. Donc je vois mal quand même Ferencváros aller gagner de 5 buts à Reco. Et donc Reco, même en cas de défaite, devra conserver le goal average particulier et donc finira premier de cette poule-là vraisemblablement. Donc match de prestige à Punta Santana et match intéressant. Reco a préparé ce match-là en allant gagner à Savone le duel ligure de ce championnat sur un match 19-16, un match où il y a eu la bagatelle de 50 fautes graves. Donc on a atteint des sommets. Ils se sont imposés 19-16 à Savone et donc ils devront rééditer cette performance à la maison cette fois-ci contre Ferencváros. Deuxième match, Hanovre qui accueille Mladost et Mladost qui, en cas de victoire, pourrait avoir le même nombre de points que Ferencváros, 6 points. Ouais, Mladost vraisemblablement passera l'écueil à Hanovre, mais 6 points effectivement rejoindra une des deux équipes, mais avec cette équipe-là à jouer, et donc Reco et Ferencváros sont quand même favoris de ces confrontations-là contre le Mladost, mais le Mladost devra effectivement sortir les Allemands de leur route pour pouvoir espérer quelque chose, même si j'y crois pas. Ouais, Mladost qui avait gagné que de 4 buts à domicile, 12-8, donc on sait que Hanovre peut être une équipe surprenante.
Lendemain, on a aussi des matchs de très haut niveau et dans un groupe extrêmement serré, en tout cas sur la deuxième place, puisqu'on aura donc Olympiakos qui accueille Belgrade en Grèce. Ouais, on a fait le détail de ce groupe-là qui est très limpide. On a Barceloneta qui est quasiment qualifié avec 3 victoires en 3 matchs, 9 points, et qui est suivi d'un trio Olympiakos, Novi Beograd, Brescia, qui chacune de ces équipes-là compte 3 points. Donc tout est ouvert et maintenant il reste plus que 3 matchs. Donc les points laissés en route ne se rattraperont plus. Donc écoute, Olympiakos mais aussi Belgrade dans l'obligation de ramener quelque chose de ce match-là. Belgrade qui s'était imposé 12-10 lors du match aller, dans un match où on voyait pas forcément Belgrade s'imposer, mais ils l'ont fait. Et Belgrade, toujours une équipe difficile à manœuvrer. Dernier match de cette soirée, Barceloneta qui accueille Brescia, et Brescia qui aura à cœur d'aller en Espagne pour essayer de remporter 3 points supplémentaires. Ouais, Barceloneta et donc on l'a dit, quasiment déjà mathématiquement presque qualifié, voudra mettre le couvercle officiel sur cette qualification. Et Brescia, on l'a dit, dans le même cas que Ferencváros et Novi Beograd, et donc devra glaner des points. On rappelle, ces 3 équipes-là sont à 3 points, donc il faut effectivement gagner des points pour pouvoir espérer continuer le parcours et atteindre le Final Four. Ouais, 2 belles rencontres à suivre, donc mardi, ce soir, et mercredi. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez regarder des matchs de haut niveau. Toujours Coupe d'Europe et le dernier club restant, Marseille, qui dans sa demi-finale importante se déplacera à Radniki. On en parlait tout à l'heure, pour moi il va falloir monter le curseur s'ils veulent espérer quelque chose dans ce match. Une défaite à l'extérieur ne serait pas forcément handicapante suivant les ampleurs du score, mais Radniki, un peu comme on l'avait dit, on l'illustrait même si c'est pas tout à fait le même niveau, mais qui peut souffler le chaud et le froid comme peut le faire Montpellier en championnat de France. Et est-ce qu'ils seront motivés, pas motivés? En tout cas, Radniki, belle équipe, on en a suffisamment parlé, avec un certain nombre de champions olympiques dans son effectif. Donc une belle équipe, et Marseille qui aura à cœur de rejoindre la finale. Donc on espère que ce match-là sera extrêmement serré et que Marseille sera en mesure, lors du match retour le 9 mai à domicile, d'aller chercher cette finale d'Eurocup. Ouais, alors que Marseille doive monter le curseur, oui, puisque de toute façon... Oui, et la Coupe d'Europe n'est pas du même niveau que le championnat de France, a fortiori quand atteint les demi-finales. Donc Marseille, effectivement, devra élever son niveau de jeu, ils le savent, c'est une certitude. Maintenant, écoute, l'objectif, je pense pas que la qualif se jouera sur juste ce match aller. Il faudra pour Marseille soit aller chercher une victoire en Serbie, soit en cas de défaite, limiter l'écart, comme tu l'as dit, pour pouvoir être vivant au match retour. Et dans un match de folie, dans un bassin Pierre Garçon qui sera plein à craquer, à n'en pas douter, renverser la table et atteindre cette finale. Je pense que c'est peut-être la finale avant la lettre, parce que BVSC, Jadran Split de l'autre côté, sans leur faire injure, même si Jadran Split est une équipe qui reste dangereuse, c'est pour moi d'un niveau un petit peu quand même inférieur. Marseille a les armes, Marseille sait ce qu'il a à faire. On rappelle quand même qu'en face, effectivement, comme tu l'as dit, il y a 6 ou 7 champions olympiques de Paris 2024. Il y a agrémenté de Perlainovic et de Pietlovic qui ont été double champions olympiques avant, même si maintenant ils prennent de l'âge. Il y a Vlachopoulos, le poison grec, qui est un vrai bon joueur, et il y a Vapensky, le gaucher, qui, sans avoir été pris en équipe de Serbie, reste quand même un joueur intéressant. Mais Marseille a aussi des armes à faire valoir. Et puis, écoute, on l'a dit, la façon... Je veux pas dire de sauver la saison, mais la façon d'atténuer la non-participation, parce que c'était l'objectif quand même, de faire mieux que l'année dernière. Donc l'année dernière, ils avaient fini 4e du Final Four, donc l'objectif c'était de faire mieux. Mais pour moi, gagner une Eurocup, surtout cette Eurocup-là, c'est mieux que d'aller au Final Four. Et donc, écoute, Marseille devra ne pas hypothéquer ses chances, ramener quelque chose. Et puis, on sait jamais, tu sais, maintenant, dans ce polo en bassin de 25, il y a des résultats, des fois, qui sont un peu surprenants, avec des éclats, et puis ça revient. Moi, j'ai confiance en eux. Ça m'embête, cette perte de Pierre-Frédéric Van Peperstad, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une rotation en moins.
Et les rotations, Pef, il peut assurer des services évidemment derrière, mais il peut des fois aller prendre la position devant quand il est le premier arrivé en contre-attaque. C'est un joueur vaillant, donc ça fera défaut. Cadova, c'est pas là non plus. Mais écoute, il faudra que les autres se mettent au diapason et que le club sorte un match de très haut niveau, parce que il est évident que les Serbes, comme ça, quand on arrive dans le dernier carré, les sortir pour moi serait un exploit, et Marseille est capable de cet exploit. Oui, finale, tu l'as dit, hein, finale effectivement avant l'heure, parce que on pense l'autre demi-finale, effectivement peut-être un peu moins élevée, mais bon, ils sont quand même en demi-finale, donc c'est quand même des belles équipes, et ce sera le retour, j'allais dire un peu à domicile de ces deux jours-là, mais Drazovic d'un côté et Perlainovic de l'autre, qui affronteront leur club de l'an passé. Et donc, ça sera l'occasion de ces retrouvailles. Et deux belles, puisqu'il y aura un match aller-retour, deux belles confrontations à venir. Et effectivement, Marseille devra serrer le score, peut-être à l'image de ce qu'ils ont fait pendant 3 périodes à Strasbourg, donc maintenir l'équipe avec peu de buts. Hein. Ils l'ont fait aussi dans le début de Champions League. Ils ont fait quand même aussi un quart de finale contre Sabadell, en tout cas le match aller notamment de haut niveau, hein, qui ont bien limité les offensives espagnoles. Donc on espère qu'ils pourront jouer à ce même niveau, et qu'on pourra compter, ça sera forcément une des clés du match, Tesanovic de haut niveau. C'est peut-être maintenant qu'il faudra qu'il sorte un peu ses meilleurs matchs, qu'il soit performant de loin. Souvent c'est son péché mignon. Je trouve que souvent de loin il est pas très bon, il est meilleur de près. Et après, est-ce que Thomas, Hugo seront pas trop cadenassés pour marquer des buts, que Alexandre Boué et Romain Marion Vernou sortiront de leur boîte. On sait que les dernières sorties ont été un peu compliquées au niveau scoring. Et pourquoi pas aussi avoir un Nagy ou un Kalogeropoulos aussi, qui prennent un peu leurs responsabilités et qui marquent un peu plus de buts. Non, mais de toute façon, Christophe, il faudra que tout le monde, hein, pas juste 1 ou 2 ou 3. Il faudra du gardien à la pointe, à la deuxième pointe, au 14e joueur sur la feuille. Il faudra que tous les gars qui rentrent dans l'eau, ils le savent évidemment, fassent le max, un peu plus que le max. Il faudra, je pense, aussi mettre un petit peu de folie, parce que ces équipes serbes-là, il faut les dérégler, parce qu'elles ont un schéma très posé, très tactique. C'est une récitation, hein. Ils récitent leur water polo et tout ça. Et je pense qu'il faudra pas se mettre dans ce truc-là. Il faut leur faire un petit peu des choses des fois inattendues, des prises de risques. Mais il faudra aussi et surtout, parce que tu t'aperçois que c'est la clé quand même dans ces matchs-là, de pas avoir de trou d'air. Parce que le trou d'air en bassin de 25, même s'il dure que 4 minutes, tu peux prendre un 4-0 ou un 5-0 en 4 minutes. Et après, c'est rédhibitoire. Donc, il faudra faire 32 minutes de haut niveau, en évitant l'impact trop grand des trous d'air. Et puis, quand tu es en euphorie, faire mal. Et Marseille a les moyens de faire mal. Hein. Tu l'as dit, Nagy, Kalogeropoulos. Et puis, tout le reste. Moi, je pense que c'est une équipe outillée en qualité et en quantité pour pouvoir causer des dégâts à l'adversaire. Mais c'est la même chose de l'autre côté. Rangnick est aussi outillé. Donc, jouer le premier match à l'extérieur ou à la maison, très honnêtement, pour moi, ça présente plus trop d'avantages ou de désavantages. Des fois, quand tu reçois en premier, tu gagnes 15-10, t'es déjà peinard pour le retour. Donc, de se déplacer ou de recevoir, pour moi, ça a plus d'avantages précis. Et puis, voilà, écoute, c'est une demi-finale, hein, et on n'a pas, nous, souvent, Français, l'occasion d'avoir des clubs en demi-finale. On a un polo français qui est un petit peu, on le dénonce un petit peu podcast après podcast, un petit peu dans la difficulté. Écoute, on a un rayon de soleil européen qui est le Cercle des nageurs de Marseille, et il faudra que toute la France du polo soit derrière eux, et elle le sera, j'en suis sûr. Allez, le Cercle, moi, pour ce match, allez. Ouais, allez, le Cercle, on sera derrière eux. On suivra ça. Je crois que le match sera peut-être diffusé sur BFM ou quelque chose comme ça, je crois, j'ai peut-être vu. En tout cas, on essaiera peut-être sur les réseaux, si on a l'info, de mettre où est-ce qu'on pourra suivre ce match-là. Et prochain épisode, on aura forcément une grosse partie consacrée à ce match aller d'Eurocup avec nos Marseillais qui, on l'espère, feront le meilleur résultat possible. Voilà, on est à la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On croise les doigts pour Marseille à la fin de la semaine, et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous, ciao.
Discover the villas at Shenandoah Valley, Westminster, Canterbury, Northern Virginia's finest life plan community. Picture this. Your new home features open floor plans, soaring ceilings, designer finishes, and your own private patio. Stroll along scenic walking paths, enjoy the indoor pool, explore the art studio, and savor exceptional dining. And with our Life Care contract, your future is secure. Now's the perfect time to secure your villa apartment at Shenandoah Valley, Westminster, Canterbury. Schedule your tour at svwc.org/discover. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.